Donc évidemment, cela est très idéologiquement motivé. C'est un concert néolibéral de pouvoir politique qui ne supporte pas l'idée que la Géorgie ne se conforme pas à leurs exigences. C'est aussi simple que cela. Ils comprennent que la Géorgie s'éloigne d'eux. Mais voici un point contre-intuitif. Je ne pense pas qu'ils puissent faire grand-chose à ce sujet. Je ne pense pas que Bruxelles ou Washington puissent faire grand-chose, peu importe combien ils crient, hurlent et critiquent le gouvernement actuel. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, je parle à nouveau avec Georgi Lasha-Kasaradze. Lasha est un analyste des relations internationales qui se concentre sur les États de l'ex-Union soviétique et les dynamiques de sécurité dans le Caucase du Sud et l'espace géopolitique eurasiatique plus large. Il a écrit pour plusieurs médias comme le Center for New America, New Eastern Europe et le National Interest. Depuis 2020, il travaille aux États-Unis en tant qu'officier de liaison pour l'Université d'État de Sukhumi. Lasha est titulaire de diplôme en relations internationales du Rollins College et de la Fletcher School of Law and Diplomacy de l'Université Tufts. Lasha, bienvenue à nouveau dans l'émission. Lasha, welcome back to the show. Merci beaucoup, Pascal. C'est génial d'être de retour. You are my go-to expert when it comes to the Caucasus. Vous êtes mon expert de référence en ce qui concerne le Caucase. J'ai récemment parlé avec un collègue allemand, David Nowak, de ce qui s'est passé en Géorgie. Aujourd'hui, nous avons appris que ce qui était largement attendu s'est effectivement produit. Le Parlement géorgien a annulé le veto du président et a adopté le projet de loi qui a fait la une des journaux, notamment dans les médias occidentaux, depuis un certain temps. Ce projet de loi, appelé « Loi sur la transparence de l'influence étrangère », a été qualifié de loi pro-russe en Occident et a suscité des manifestations importantes en Géorgie au cours des dernières semaines. Il était en préparation depuis longtemps. Avec le Parlement annulant le veto du président, quelles sont vos premières réflexions sur ce développement? Let's say first about the Parliament overriding the president. What can I say? The way I look at this, Pascal. Que puis-je dire? La façon dont je vois cela, Pascal, c'est que la Géorgie se réveille d'un sommeil dogmatique, pour citer Kant. Ils prennent du recul pour analyser plus profondément toute la période de 30 ans de leur position politique extrême et unilatérale pro-occidentale. Cette période a commencé avec leur indépendance en 1991 et s'est poursuivie jusqu'en 2012. Avec la fin du règne du mouvement national uni après leur défaite par le gouvernement actuel du rêve géorgien. Defeat by the current Georgian Dream government. And I want to be very careful here. Et je veux être très prudent ici. Contrairement à ce que nous entendons en Occident, il n'y a aucune preuve pour prouver que le rêve géorgien s'est tourné officiellement ou officieusement vers la Russie ou contre l'Occident. Je crois que les grandes manifestations que nous avons vues en Géorgie sont le résultat de récits fabriqués et de propagande pure et simple. C'est la seule façon dont on peut évaluer cela. Let me just interject here for a second that at this Permettez-moi d'intervenir ici un instant. À ce stade, la Géorgie n'a toujours pas de relations diplomatiques directes avec la Russie, n'est-ce pas? En fait, il passe par la Suisse, qui agit comme puissance protectrice et médiatrice pour les deux parties. Mais il y a toujours un conflit très fort entre la Russie et la Géorgie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'Occident continue de présenter cela comme si la Géorgie était déjà dans l'orbite de la Russie. S-News mince pour moi. This makes no sense to me. I couldn't agree with you more. This is a key point. There is no official relation. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. C'est un point clé. Il n'y a pas de relation officielle avec la Russie. Le gouvernement géorgien a fait tout son possible, d'après les recherches que j'ai effectuées,
et les conversations que j'ai eues avec mes collègues pour suivre la voie européenne. Cela a finalement conduit à l'approbation par Bruxelles du statut de candidat de la Géorgie. Avant cela, c'était un processus extrêmement compliqué, minutieux, bureaucratique, avec des contrôles et des contrepoids et une surveillance stricte de Bruxelles. Chaque catégorie de cet accord devait être correctement mise en œuvre et vérifiée par Bruxelles. Tous ceux à qui j'ai parlé ont applaudi le rêve géorgien dans ses efforts pour s'assurer que ce processus soit complet et réussi. En décembre de l'année dernière, ils ont approuvé le statut de candidat de la Géorgie. Donc, je ne comprends pas comment ils peuvent prétendre que c'est un gouvernement pro-anti-occidental et pro-russe, alors que les faits sur le terrain suggèrent le contraire. L'approbation du statut de candidat est la preuve la plus palpable, évidente et importante que ce n'est pas le cas. La Géorgie reste stratégiquement une république pro-occidentale sous le gouvernement du rêve géorgien. Ce qui se passe ici est, je crois, le dernier sursaut des puissances occidentales, en particulier à Washington, qui sont habituées à traiter la Géorgie comme elles le veulent. Treating Georgia any which way they want it. Georgia has provided, has been La Géorgie a été un allié fidèle de Washington au cours des 30 dernières années, surtout depuis 2003, après la Révolution des Roses, y compris sous le mandat du gouvernement actuel. Cette réaction est hystérique, indiplomatique et insensée à mon avis. S'ils veulent vraiment faire en sorte que la Géorgie se détourne de l'Occident, c'est la voie à suivre. Cela gaspille l'énorme capital politique accumulé entre les États-Unis, l'Union européenne et la Géorgie. Accuser le gouvernement actuel, dont ils ont eux-mêmes approuvé les élections, est superficiel. Washington et Bruxelles ont tous deux approuvé et reconnu les élections. Bien sûr, il y a eu des problèmes et certains scénarios discutables, mais dans l'ensemble, il ne fait aucun doute que le GD a remporté une victoire écrasante. Je crois que c'était 38% aux élections parlementaires. Le mouvement national uni a recueilli un peu plus de 20%. La différence significative de vote était évidente, sans parler du fait que depuis 2012, il remporte à la fois les élections parlementaires et locales. Both parliamentary and local elections. Tant en termes de leur légitimité et de leur reconnaissance de Washington et de Bruxelles que des victoires électorales internes de GD, il est difficile de comprendre la position de Washington. Ce rejet radical de la légitimité de Georgian Dream est déroutant. On entend des appels à sanctionner et punir ce gouvernement. Cela atteint un niveau d'absurdité, car ils sanctionnent le gouvernement, même qu'ils ont reconnu et soutenu dans le parcours de la Géorgie vers l'Occident. Ils paraissent de plus en plus ridicules. Je me demande quel est le jeu ici. Pensez-vous que l'Occident veut le retour de Saakashvili? Monsieur Saakashvili est actuellement en prison en Géorgie. Y a-t-il eu des discussions sur l'UEMWR ou quelqu'un d'autre faisant pression sur la Géorgie pour libérer Saakashvili? Il semble que l'Occident soit maintenant déterminé à un changement de régime en Géorgie. Selon l'analyse de David Nowak, puisqu'ils ne peuvent pas y parvenir par des élections parlementaires normales, car il est clair que le rêve géorgien a en fait le soutien de la majorité. Ils doivent essayer de le faire différemment. Vous devez essayer d'utiliser le modèle ukrainien et de déclencher une sorte de protestation populaire qui donne l'illusion d'une volonté populaire, ce qui n'existe pas si vous organisez des élections. Ensuite, vous retournez quelques figures clés au Parlement. Pensez-vous que c'est le jeu en ce moment? Et si oui, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, le rêve géorgien a été pro-occidental. Même l'intelligentsia, et surtout la classe des affaires, ont la plupart de leurs connexions avec l'Occident.
pas avec la Russie. Mais ils ne sont pas prêts à être une deuxième pointe de lance à enfoncer dans le flanc de la Russie en termes d'une autre guerre sanglante. In terms of another bloody war. Precisely. This is why this is so absurd and so ideologically. Précisément. C'est pourquoi c'est tellement absurde et idéologiquement motivé, parce que cela n'a aucun sens rationnel. Bruxelles et Washington paraissent de plus en plus ridicules. Pour répondre à votre question, nous nous souvenons tous de ce que Saakashvili représentait pour George W. Bush et ses alliés politiques. À commencer par John McCain, que je respectais personnellement, il était vraiment un partisan de la Géorgie. Cependant, je n'étais pas d'accord avec sa philosophie et sa vision de la politique étrangère des États-Unis, en particulier ses opinions sur la Russie et le rôle de la Géorgie par rapport à la Russie. Views on Russia and the role of Georgia vis-à-vis Russia. But be that as it may, the entire sort of school of thought, Mais quoi qu'il en soit, toute l'école de pensée néoconservatrice et néolibérale sous la présidence de George W. Bush a fait de Saakashvili son enfant chéri, sa personne de référence, sans poser de questions. Ils ont toléré de nombreuses violations flagrantes des droits de l'homme et des droits de propriété, tout cela sous la bannière de la promotion de la démocratie et du libertarianisme. La partie libertarienne était encore plus ridicule car il promouvait Ayn Rand et des politiques économiques néolibérales qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre sans Reagan. That they couldn't do obviously without Reagan, so they even built a small Reagan statue there. Ils ont même érigé une petite statue de Reagan là-bas. Tout l'arsenal de la boîte à outils politique néolibérale a été pleinement utilisé. Sous le néolibéralisme, le gouvernement lui-même violait les lois sur la propriété privée des entrepreneurs individuels et des propriétaires d'entreprises. Cela a duré 9 ans, sous la protection et la légitimité que l'administration Bush a créée à Washington et dans le monde, en particulier à Bruxelles, pour le régime de Saakashvili. In Brussels, of Saakashvili's regime. So yes, it's been written before that yes, there is. Oui, il a été noté qu'il y a une tendance à Washington à voir ce gouvernement de manière insensée et irrationnelle comme étant plus pro-russe par rapport au régime de Saakashvili. C'est paradoxal et ironique parce que sous Saakashvili, un oligarque de Moscou a été nommé ministre de l'économie de la Géorgie. Cet oligarque a fait son milliard de dollars à Moscou et se qualifiait moqueusement de petit oligarque. Washington n'a pas critiqué cela. Ce que cet homme a fait, c'est vendre tous les actifs économiques stratégiques que la Géorgie avait conservés de l'ère soviétique aux Russes. Left over from the Soviet state, from the Soviet system to the Russians. And it was only when Saakashvili. Et ce n'est que lorsque Saakashvili a décidé de prendre des mesures extrêmes et de vendre l'atout stratégique clé que la Géorgie possédait, le chemin de fer construit à l'époque soviétique, que George W. Bush lui-même est intervenu et a interdit à Saakashvili de vendre cet atout aux Russes. Donc, les choses étaient aussi mauvaises. Pour vous donner une réponse longue à votre question, oui, l'hypocrisie politique prévaut toujours. À ce jour, il y a de la colère à Washington et à Bruxelles. Saakashvili est en fait en prison et ils ont accepté ce fait. Je dirais même qu'ils se sont lavés les mains de lui. Cependant, ils l'utilisent certainement comme un outil politique pour se plaindre constamment et délégitimer le gouvernement géorgien, le dépeignant comme antidémocratique. The GD is the democratic government because they're keeping. First of all, Saakashvili came to Georgia himself. Nobody dragged him into Georgia. But yeah, to answer Mais oui, pour répondre à votre question en détail, il y a certainement de la violence là-bas. Before we started the recording, you told me. Avant que nous commencions l'enregistrement, vous avez mentionné que vous étiez très frustré parce que Washington disait à plusieurs reprises à la Géorgie de sauter. Et la seule réponse de la Géorgie était « à quelle hauteur ?» Donc, en un sens, vous et beaucoup d'autres vous sentez perplexe par le fait que la Géorgie a été si pro-occidentale et se fait encore critiquer pour ne pas sauter assez haut, apparemment. Donc la question que je me pose est, quelle est la stratégie ici? Quel est l'objectif?
Et qui sont les personnes sur le terrain? Je veux dire, il y a des milliers de manifestants. I mean, there's thousands of protesters. There's no question, although it is not that difficult to rally up. Il n'y a pas de doute, bien qu'il ne soit pas si difficile de rassembler des milliers de manifestants, n'est-ce pas? Avez-vous des liens avec quelqu'un qui s'oppose sérieusement à cette loi? C'est une loi sur la transparence. Elle stipule que toute ONG recevant plus de 20% de son financement de sources étrangères doit le déclarer et tenir un registre. C'est quelque chose que les États-Unis font et que la Commission européenne a effectivement proposé. Ils ont proposé des registres et une directive, ce qui signifie que tous les États membres doivent mettre en place des registres nationaux. Ce n'est pas encore conclu. National registers. This is not a done deal. This is being currently discussed inside. Cela est actuellement discuté au sein de l'UCMERM, ce qui rend encore plus ironique que tandis qu'ils discutent des lois sur l'enregistrement des agents étrangers pour les ONG et le financement étranger, ils critiquent également la Géorgie pour exactement la même chose. Et ils s'en sortent dans les médias, BBC, CNN et ainsi de suite. Ils rapportent tous la même chose. Donc nous sommes actuellement manipulés. Évidemment manipulés pour croire que ce que fait la Géorgie est si mauvais et maléfique, alors que nous savons que nous avons des lois similaires dans l'UNAMOTOWIM. Avez-vous des connexions avec quelqu'un du côté anti-loi sur les agents étrangers? Et comprenez-vous leur logique? Parce qu'il doit y avoir quelque chose derrière cela, non? Au moins de la part des Géorgiens sur le terrain. Behind that, right? At least from the Georgians on the ground. I just earlier today, before recording this. Plus tôt dans la journée, avant d'enregistrer ceci avec vous, j'ai eu une longue conversation avec un expert et activiste qui a beaucoup écrit sur cette loi en Géorgie. L'une des choses dont nous avons discuté était un article politique avec une photo d'Ursula von der Leyen. Sur la photo, elle exhorte essentiellement les membres de l'UEBWE à adopter cette loi, affirmant qu'elle est nécessaire. Je paraphrase l'article ici, mais ce processus est effectivement en cours. L'expert m'a dit que être surpris par l'hypocrisie de Bruxelles sur ces questions serait une perte de souffle et d'émotion, car l'hypocrisie est assez évidente. Deep hypocrisy, palpable hypocrisy here. So what does that tell us? I mean, I'm not a lawyer, but I know that. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Je ne suis pas avocat, mais je sais que certains experts juridiques comprennent qu'il y a des problèmes et que cette loi doit être affinée pour la rendre aussi libérale que possible. Cela signifie qu'elle doit être sensible à la défense des droits de ces ONG. Sans entrer dans les détails juridiques, à quoi attribuons-nous cela? Parce qu'en soi, cette législation n'est pas censée créer un environnement qui met en péril la souveraineté de la Géorgie. C'est juste une législation. Si ceux qui s'y opposent prétendent être de véritables démocrates libéraux pro-occidentaux, qu'est-ce que cela signifie? Idéalement, ils devraient attendre si cela ne leur plaît pas. Ils devraient faire ce qu'ils peuvent dans le cadre d'un processus démocratique pour vaincre le gouvernement actuel, prendre les rênes du pouvoir, entrer au Parlement et opposer leur veto à cette loi, n'est-ce pas? Se débarrasser de cette loi, mais le faire par le biais du processus démocratique. Il est surprenant qu'ils ne le fassent pas, parce qu'ils sont ceux qui sont des démocrates libéraux pro-occidentaux, n'est-ce pas? Que c'est ce gouvernement? C'est un État dictatorial pro-russe, n'est-ce pas? Donc, c'est un autre aspect absurde de tout ce processus. Cette loi ne mérite tout simplement pas une autre révolution en Géorgie. Il n'y a aucune substance derrière elle qui justifie un autre spectre de révolution en Géorgie. Évidemment, c'est très idéologiquement motivé. C'est un concert d'idées néolibérales, vous savez, de pouvoirs politiques qui ne supportent pas l'idée que la Géorgie ne se conforme pas, ou leur disent qu'elle ne va plus se conformer autant qu'ils le souhaitent. C'est aussi simple que cela. Et évidemment, ils comprennent que la Géorgie leur échappe. Mais voici un point contre-intuitif pour beaucoup. Je ne pense pas qu'ils puissent faire grand-chose à ce sujet. Je ne pense pas que Bruxelles ou Washington puissent faire grand-chose à ce sujet,
peu importe combien ils crient, hurlent et critiquent ce gouvernement actuel. Parce que rappelons-nous, tout cela se passe sous l'ombre de la Russie et de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Under the shadow of Russia, right, of what's happening with Russia and Ukraine. And this is all happening with the idea that Et tout cela se passe avec l'idée que la Géorgie ne peut pas être abandonnée comme la dernière frontière, comme une frontière potentielle à utiliser contre la Russie. Donc il y a un côté très géopolitique et cynique dans ce théâtre que nous regardons se dérouler. C'est de l'hystérie, vraiment. En termes de trouver une solution comme ils le jugent bon, les États-Unis n'ont vraiment aucune option. Le pire des scénarios, comme je l'ai demandé à mes collègues auparavant, est que, puisqu'ils accusent le gouvernement actuel de se rapprocher de la Russie et d'être pro-russe, ils craignent que la Géorgie puisse rejoindre la Russie et se retourner contre l'Occident. Même s'il n'y a aucune preuve de cela, la crainte est que la Géorgie ne soit pas aussi facilement utilisée contre la Russie. as flexibly utilized against Russia. And they think that might cause the United States. Ils pensent que cela pourrait entraîner un déclin significatif du pouvoir relatif des États-Unis. Il existe une abondante littérature sur ce sujet, discutant de la manière dont les petits États doivent survivre. C'est pourquoi nous étudions les affaires internationales, pour comprendre le concept de survie de l'État, qui est le cœur du système international. Le fait que la Géorgie ait enfin, pour la première fois en 30 ans, souligné que l'intérêt national compte est quelque chose que Washington a interprété de manière totalement erronée, de manière insensée. J'espère qu'ils se ressaisiront car cela n'a tout simplement aucun sens. I hope they will snap out of it because it's just not making any sense. Donc, en un sens, peut-être que nous pouvons attribuer cela aux politiques actuelles, autodestructrices et autodestructrices, prises dans l'UEPOL et aux États-Unis. Ces politiques sapent activement la structure que les États-Unis ont construite au cours des dernières décennies. Les États-Unis surjouent leurs muscles, en particulier avec la Russie et les sanctions. Nous voyons que les sanctions ne fonctionnent pas comme prévu. Bien qu'elles aient eu un certain impact, elles n'ont pas été très efficaces. J'ai parlé à un collègue iranien hier, et il a mentionné que bien que l'Iran ne se soit pas effondré, les sanctions au cours des 40 dernières années ont considérablement nui à l'Iran économiquement et entravé son développement. De même, la Russie est maintenant en train de s'en sortir. And Russia is now breaking out of that, and we see de-dollarization going on. Et nous voyons la dédollarisation se produire. Les États-Unis démantèlent les institutions avec lesquelles ils ont été impliqués. Bien qu'ils n'aient jamais rejoint la CPI, ils s'y opposent maintenant activement. Ils combattent également l'OMC et sapent le processus d'appel. Donc peut-être que la Géorgie n'est qu'une autre pièce dans le démantèlement de cette structure qui fonctionnait autrefois à cause d'une certaine idée de l'hubris. Pour dire ce qui n'est pas dit, l'hypothèse de personnes comme nous est que les États-Unis et l'Europe veulent tuer cette loi parce qu'elle révélerait combien d'argent certaines ONG géorgiennes reçoivent. Ces ONG essaieraient bien sûr d'influencer le processus politique en Géorgie. Rendre cela évident exposerait ce qui est actuellement caché. C'est à peu près ça, n'est-ce pas? Can be hidden away. That's about right, isn't it? Correct. You cannot make this case. Correct. Vous ne pouvez pas faire ce cas sans considérer cette variable majeure. Il y a une énorme incitation pour tous ceux qui protestent, en particulier la classe des ONG, à protester contre cela. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent et il y a une récompense financière significative. La personne à qui j'ai parlé aujourd'hui a mentionné que dans les démocraties libérales normales, le rôle des ONG n'est pas de renverser un gouvernement. Au lieu de cela, leur rôle est de signaler les déficiences et de faire partie intégrante de la société civile, agissant comme une partie des freins et contrepoids plus larges. Cependant, en Géorgie, les ONG ont été militarisées. But NGOs in Georgia have been weaponized.
there is, since the days of the NED, National Endowment for Democracy. Depuis l'époque du National Endowment for Democracy, qui est essentiellement un bras du gouvernement des États-Unis, il y a eu une influence significative. Même s'ils ne font pas de politique, il est indéniable qu'ils ont un impact. Des experts comme Thomas de Waal et Lincoln Mitchell ont écrit à ce sujet. Ils ont souligné que les ONG ont joué un rôle énorme dans l'exacerbation des divisions, en particulier pendant la Révolution des Roses. Il y avait des motifs financiers et des dynamiques de pouvoir en jeu. Ces actions sont souvent justifiées en affirmant qu'il s'agit d'un mouvement pro-russe de la part du parti Rêve géorgien. En laissant de côté les raisons possibles liées à la société civile, il y a aussi une raison plus inquiétante. La géopolitique est impliquée ici. Sous ce gouvernement, il a été ouvertement discuté que puisque la Géorgie n'a reçu aucune garantie de sécurité de la part des États-Unis, elle doit veiller à sa propre survie. La manière de le faire est de s'engager dans un acte d'équilibrage régional ou même de suivre le mouvement si nécessaire. Even bandwagoning if Georgia has to do it, the other concept and that I work with this. L'autre concept avec lequel je travaille à l'Université d'État de SSU, qui est une université d'État, est de transformer la région en un espace neutre. Cela impliquerait les grandes puissances régionales, y compris les États-Unis, les Européens, la Russie, la Turquie, l'Iran et les 3 États du Caucase du Sud. L'objectif est de créer un environnement géopolitique où tous les acteurs peuvent jouer un rôle constructif sans concurrencer leurs propres intérêts au détriment de la Géorgie. Si vous regardez ce que l'Azerbaïdjan a fait, son acte d'équilibrage et sa politique étrangère ont produit des résultats remarquables. Pour la première fois, l'Azerbaïdjan n'a pas de troupes étrangères, en particulier des troupes russes, sur son sol. De plus, il a uni son propre territoire et a pleinement restauré sa souveraineté avec sa récente guerre avec l'Arménie. Lui-même est très satisfait de cela et n'a rien dit sur la nature autocratique de ce régime. L'UABL continue simplement de commercer avec l'Azerbaïdjan et pour autant que je sache, il n'y a pas de problème. Avec l'Azerbaïdjan, le problème est la crainte d'un monde turc en développement sous la direction de la Turquie et d'Erdogan. L'Azerbaïdjan est perçu comme faisant partie de ce prétendu pan-turquisme qu'Erdogan essaye d'établir et de consolider dans la région. Cela inclut le contrôle des projets géoéconomiques en place depuis les années 1990 et le début des années 2000. C'est pourquoi nous voyons les tentatives de Macron d'encourager Pachinian, le président de l'Arménie, à s'aligner davantage avec l'Union européenne occidentale. Il fait des promesses qu'un jour ils intégreront l'Arménie dans l'UEL. Si vous voyez comment la Russie ignore l'Arménie, c'est très révélateur. La Russie n'a pas peur que l'Arménie devienne un jour membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, peu importe ce que dit Macron. L'Arménie est un pays enclavé et est redevable aux intérêts de la Russie. La Russie a changé l'équilibre contre l'Arménie et a soutenu l'Azerbaïdjan pour favoriser la Turquie en termes de géopolitique, parce qu'elle ne veut pas de conflits régionaux avec la Turquie. Ces pays de la région s'équilibrent mutuellement et atteignent leurs objectifs respectifs. La Turquie a toujours été entre l'Est et l'Ouest, jouant un parfait jeu d'équilibre géopolitique. La Russie reconnaît cela et accorde une marge de manœuvre géopolitique stratégique à l'Azerbaïdjan. En conséquence, l'Azerbaïdjan a réussi à restaurer pleinement sa souveraineté pour la première fois depuis la fin des années 1980, lorsque la guerre du Haut-Karabakh a éclaté entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan est maintenant entièrement restauré. Personne ici ne parle de cela d'ailleurs. C'était comme un miracle géopolitique qui s'est produit dans la région. La région revient vraiment à son essence, qui est la géopolitique,
et la résolution des problèmes par la géopolitique, en traitant avec les voisins immédiats tels qu'ils sont. Les États-Unis ou Bruxelles disent à la Géorgie ce qu'elle doit être. Georgia, they ought to be. And Georgia sort of understanding. La Géorgie doit comprendre que l'espoir que l'OTAN vienne à son aide a toujours été un mythe. Il n'y a pas de présence de l'OTAN en Géorgie. Nous savons au moins cela. Il y a peut-être une chance légèrement meilleure pour que la Géorgie rejoigne l'UE, mais même cette probabilité est très faible. Au lieu d'espérer que l'agenda de la liberté de George W. Bush se réalisera un jour, ils doivent comprendre que cette politique étrangère idéaliste et idéologiquement motivée a causé d'énormes dommages à la Géorgie et à sa souveraineté. Je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle les problèmes de la Géorgie ont commencé à la fin des années 80 et au début des années 90 avec la Russie. The late 80s and early 90s with Russia, but what happened, say for, again, to return to the example. Mais que s'est-il passé pendant le mandat de Saakashvili entre 2003 et 2012? Lorsque Saakashvili a quitté la Géorgie, il l'a laissé dans une position géostratégique bien pire et affaiblie par rapport à celle qu'il avait héritée de Shevardnadze. Après son départ, l'invasion désastreuse de 2008 par la Russie a abouti à la reconnaissance par la Russie de deux régions comme des micro-États indépendants. Avant cela, ces deux régions n'étaient pas reconnues, donc il y avait encore de la place pour la négociation, ce qui aurait été beaucoup plus facile. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. D'un point de vue géostratégique, la politique étrangère unidirectionnelle que la Géorgie a poursuivie a été désastreuse pour le pays. Directional foreign policy that Georgia has pursued has been disastrous for it. So, we talked about this the first time. Alors vous savez, nous en avons parlé la première fois que nous avons discuté, et je pense que j'ai intitulé cette vidéo « Celui qui s'est échappé », en quelque sorte, la Géorgie s'éloignant du bord du gouffre. Les événements de 2008 ont tout empiré. Une mission d'enquête indépendante de l'ONU, dirigée par Heidi Tagliavini, a officiellement déclaré que ce sont les forces de Saakashvili qui ont tiré les premiers coups de feu. Et ensuite, les choses ont dégénéré. Cette approche était clairement une réaction à Saakashvili, essayant de tester les nouvelles eaux. En 2008, le sommet de Bucarest a annoncé, contre la volonté de Merkel, Hollande et d'autres, que la Géorgie et l'Ukraine deviendraient des membres futurs. Saakashvili a testé cela, et il est devenu clair que l'OTAN n'avait aucun moyen de faire quoi que ce soit. No way of actually doing anything. And hence the Russians actually capitalized on the situation. Et donc, les Russes ont tiré parti de la situation et ont empiré les choses pour la Géorgie. Il y avait un conflit non résolu auparavant, puis il y a eu une incursion, avec des parties du territoire de facto disparues. C'est ce que vous dites qu'une majorité de Géorgiens comprennent maintenant à travers leur vote. C'était un vote démocratique pour le parti Rêve géorgien, ce qui indique qu'ils veulent une approche plus réaliste pour gérer ce conflit régional et cet environnement. Ce qui me semble étrange, c'est le président. Votre présidente, cette dame, est assez unique. Laissez-moi vous lire ceci d'un article de la BBC aujourd'hui. Il est dit que, sachant qu'elle n'avait plus d'option pour empêcher le gouvernement de faire passer le projet de loi lundi, Madame Zurabishvili, la présidente, a présenté une nouvelle charte. Elle a déclaré qu'il s'agirait d'un plan pour rapprocher la Géorgie de l'Europe. Voici une citation d'elle. « Pour reconstruire la confiance, nous avons besoin d'une nouvelle réalité politique, d'une unité distincte, d'élections différentes, d'un parlement différent et d'un gouvernement différent », a-t-elle écrit sur ex-Twitter. La charte, et la BBC l'appelle une charte, pas seulement un document qu'elle propose, inclut l'abolition des lois qu'elle a dit nuire aux chances de la Géorgie d'adhérer à l'UEMA. Elle comprend également des réformes significatives visant à dépolitiser le système judiciaire et les services de sécurité. Madame Zurabishvili a invité tous les partis d'opposition à signer la charte avant le 1er juin et à se présenter unis aux élections parlementaires en octobre. Qu'en pensez-vous? Elections in October. What do you make out of this? Yes.
Classic Zurabishvili. Look, Oui, la classique Zurabishvili. Regardez, c'est presque comme un mandat maintenant, n'est-ce pas? Qu'elle appelle à l'institutionnalisation de cela. C'est une personne très difficile. Quand elle a commencé, elle avait une éducation française. Je crois qu'elle est née en France, ou je ne suis pas sûr, mais elle était citoyenne française et a construit sa carrière en France. Elle ne pouvait vraiment pas s'entendre avec son propre peuple, pour être honnête avec vous. Elle était tellement occidentalisée. Elle était toujours connue sur le plan personnel comme très maladroite en termes de relations avec son propre électorat et le peuple géorgien. Relating to her own electorate and the Georgian people. First, she allied with Saakashvili, then she burnt bridges there. D'abord, elle s'est alliée avec Saakashvili, mais ensuite elle a brûlé les ponts avec lui, alors Saakashvili l'a limogé. Après cela, elle s'est alliée avec Ivanishvili. C'est l'une des raisons pour lesquelles mes collègues ici me disent que le gouvernement actuel se bat contre ce président pro-occidental. C'est un faux récit. Elle n'a pas pu trouver un terrain d'entente avec l'un des présidents les plus pro-occidentaux, Saakashvili, et son régime. Il était largement reconnu comme un réformateur très pro-occidental et libéral. Cependant, elle a rompu les liens avec lui et s'est alliée avec Ivanishvili. Washington n'a pas vraiment commenté cela. Ivanishvili est l'homme derrière le rêve géorgien. C'est l'homme fort qui est accusé d'être pro-russe et une marionnette russe. Maintenant, nous parlons de la manière dont cet aspect est très politisé. Ivanishvili est techniquement un oligarque, faute de meilleurs mots. Cependant, l'idée qu'il conduit la Géorgie directement dans les bras du Kremlin est une exagération pour le moins. Le rôle de Zurabishvili a toujours été conflictuel en raison de son incapacité à construire des coalitions politiques au sein de son parti, tout comme c'était le cas pour Saakashvili. So it was first Saakashvili, now it's Ivanishvili who went out. Maintenant, c'est Ivanishvili qui a fait tout son possible pour la faire présidente. Peut-être que la faire présidente n'est pas la bonne façon d'analyser la situation parce que elle est devenue présidente par une élection. Les gens l'ont élue. Cependant, ils ont contribué une énorme quantité de capital financier pour s'assurer qu'elle devienne présidente. Quand cela se passait, Washington et Bruxelles étaient silencieux parce que le gouvernement ne chassait pas Zurabishvili, ni ne la qualifiait de pro-occidentale ou d'anti-géorgienne. Puis, quand les choses ont commencé à se tendre entre elle et le rêve géorgien, l'Occident a commencé à capitaliser sur le fossé qui se développait. Je dirais que, sur la base de la Constitution, elle est une figure symbolique. Elle ne décide pas de la politique étrangère de la Géorgie. À ce stade, peu importe ce qu'elle fait. Elle peut être utilisée comme une figure de proue pour donner l'impression que la Géorgie n'est pas passée dans le camp russe avec ses mandats et chartes. Mais en termes d'effets concrets, elle ne décide pas de la politique. Je pense que Bruxelles et Washington comprennent cela parfaitement. Ils l'utilisent simplement comme un symbole pour faire pression sur le gouvernement actuel. Elle agit comme la reine de la politique étrangère géorgienne pro-occidentale. Est-elle maintenant en froid avec Ivanishvili? Oui. Oui, et c'est essentiellement son schéma. C'est mon point de vue. Donc, sa stratégie de survie de base doit maintenant être de capitaliser sur sa notoriété en tant que présidente. Elle espère que quelque chose se produira pour la catapulter dans une position comparable à celle de Saakashvili ou Ivanishvili, où elle pourra devenir la leader de l'opposition et ensuite être élue. Si cela ne se produit pas, elle pourrait viser un mouvement de type Maïdan. Of that, have some Maidan 2024 happen that then, where somebody again says FD. En 2024, si quelque chose de similaire se produit, ou quelqu'un décide qui devient le chef du nouveau gouvernement,
Cela doit être la raison à ce moment-là. C'est essentiellement du théâtre politique, et elle veut rester pertinente. C'est une occasion parfaite pour elle de le faire. C'est la seule façon dont je peux évaluer cela, parce que Bruxelles comprend qu'à travers elle, ils ne peuvent pas accomplir grand-chose. La loi a déjà été adoptée, et elle n'est qu'une figure symbolique que Bruxelles peut utiliser pour prétendre que le seul politicien pro-occidental restant en Géorgie est Zurabishvili. Donc, cela fait partie des faux récits et de l'hystérie que nous avons observés ces dernières semaines et ces derniers mois. En coulisses, je ne veux pas être conspirationniste, mais tout le monde comprend que le rôle de Zurabishvili est toujours subordonné à ce gouvernement. Si elle perd la prochaine élection, qui je pense est dans 5 ans pour la présidence en Géorgie, cela n'aura pas beaucoup d'importance. Quand est-elle arrivée au pouvoir? Était-ce en 2020? Je crois que c'était le cas, mais ne me citez pas là-dessus. Donc il ne lui reste qu'environ 1 ou 2 ans dans son mandat de 5 ans. Sa position est vraiment sans importance. Ce qui est important, c'est ce que fait le Premier ministre. What's important is what the Prime Minister does. And what's important is what Ivanishvili is doing, actually, behind the scenes. Et ce qui est important, c'est ce que fait Ivanishvili en coulisses. Nous devons être objectifs et reconnaître que cela a également suscité de nombreuses critiques justifiées. J'ai toujours dit que le rôle d'Ivanishvili a créé une ambiance politique négative en Géorgie, surtout du point de vue de Washington et de Bruxelles. Mais Ivanishvili l'a provoqué lui-même parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Saakashvili a perdu et le rêve géorgien est arrivé au pouvoir. Sans Ivanishvili, le RG n'aurait pas été au pouvoir. Pour assurer la continuité du gouvernement, Ivanishvili a utilisé ses énormes ressources financières pour consolider le pouvoir. Parce que la continuation de Saakashvili était intolérable à ce stade, les gens étaient désespérés de changement. Néanmoins, lorsque Ivanishvili est revenu en tant que Premier ministre, il a d'abord été élu, puis il est parti et ensuite il est revenu. Toute cette situation crée une aura et une image négative. On dirait qu'il vit dans une banlieue quelque part dans un village en Géorgie et qu'il est corrompu, dirigeant le pays en coulisses. Mais politiquement parlant, il gagne des élections depuis 2012, tant les élections parlementaires que locales. Donc à ce stade, je crois que le rêve géorgien surmontera cette crise et survivra à cette attaque de l'Occident. This onslaught from the West, and the next step would be for them to pay attention. La prochaine étape serait qu'ils prêtent attention à la manière dont ils utiliseront cette loi. S'ils commencent à en abuser et à réprimer la société civile, répondant ainsi aux attentes ou aux prédictions des critiques pro-occidentaux, néoconservateurs et néolibéraux, alors ils perdront politiquement. Ils doivent s'assurer que cela ne se produise pas. Bien sûr, ils utiliseront la loi, mais ça dépend de la manière diplomatique et libérale dont ils la mettront en œuvre en termes de freins et contrepoids. Espérons et voyons, mais ils ne sont pas encore sortis d'affaire à cet égard. Mais ensuite, je veux juste terminer ce point en disant qu'ils m'ont demandé « Pensez-vous qu'ils abuseront de la loi au point qu'une autre révolution des roses aura lieu ?» Eh bien, ils oublient le rôle de la Russie dans la région, qui est incomparablement plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était avant ou pendant 2008. La Russie a déjà adopté une loi stipulant que tout signe sérieux d'une autre révolution de couleur dans la région leur donnera une raison d'intervenir militairement et de l'arrêter immédiatement. Donc je ne vois pas cette situation s'aggraver davantage. Dans le pire des cas, que va faire Washington? Si Tbilissi et Moscou trouvent un terrain d'entente et entament des discussions sur la restauration de la souveraineté de la Géorgie, en retour de la neutralité de la Géorgie et de sa résistance aux pressions occidentales,
que fera Washington? Washington sabotera-t-il cela? Restera-t-il à l'écart ou aidera-t-il le processus? Cela révélera ce que la démocratie libérale et le système néolibéral sous Washington impliquent réellement. Of neoliberalism under Washington entailed and meant. We should write a paper about this because I'm just realizing that Nous devrions écrire un article à ce sujet, car je me rends compte qu'il y a un potentiel diplomatique énorme et un parallèle historique si la Russie commence un processus de normalisation des relations avec la Géorgie et trouve une solution pour ces deux provinces. Cela aurait un effet considérable sur la manière de résoudre la situation en Ukraine. Il y a un parallèle historique avec ce que l'Union soviétique a fait avec l'Autriche. Elle a ignoré l'Autriche pendant 4 ou 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'elle réalise le potentiel. Elle a même essayé de vendre la neutralité à l'Allemagne, en disant que même sous Staline, ils accepteraient une Allemagne unifiée en 1952 ou 1953, comme les notes de Staline. the unified Germany in 52, 53, the Stalin notes, and ignored Austria, and only in 55, after Stalin passed away. En 1955, après la mort de Staline, quelques personnes, dont Khrouchtchev, ont commencé à réaliser que s'ils faisaient de l'Autriche un exemple en acceptant sa neutralité et en parvenant à un accord, ils pourraient influencer l'Allemagne. Cependant, il était trop tard et cela ne s'est pas produit. En Géorgie, il y a un potentiel significatif pour créer un fait diplomatique montrant que la Russie est prête à négocier et à trouver une solution. Cela peut réduire l'arrogance de l'Occident. Cependant, la Russie ne se concentre pas sur la communication publique, mais ce serait une voie diplomatique. Public messaging, but this would be a diplomatic route. No, because Non, parce que les gens sur le terrain en Géorgie en parlent. Certains experts et journalistes l'ont mentionné, fournissant des preuves anecdotiques que de telles idées circulent. Ils disent essentiellement que c'est exactement pourquoi cela s'est produit en Géorgie. La loi était essentiellement un prétexte pour réévaluer notre situation sécuritaire. Puisque l'Occident n'a pas réussi à fournir une sécurité adéquate, nous devons faire tout ce que nous pouvons au niveau régional pour augmenter nos garanties de sécurité, en particulier en ce qui concerne la Russie. Si la Géorgie peut assurer à la Russie qu'il n'y aura plus d'expansion de l'OTAN et que les révolutions de couleur seront empêchées à Tbilissi, et si la Russie voit cela comme une garantie, alors nous pouvons engager une réciprocité. Cela impliquerait des discussions sur la réincorporation de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie dans la Géorgie, en les faisant partie de la Géorgie en tant qu'entité souveraine dans leur contexte socio-culturel, mais sous la constitution géorgienne. But under the Georgian constitution, of course. And if that happens, and this is a big if, it's a long, long ways to go still. Si cela se produit, et c'est un grand si, et encore loin d'être certain, il est raisonnable de supposer que cela pourrait être le début de ce processus, si jamais il se matérialise. Le véritable test sera d'observer ce que feront l'Amérique et Bruxelles par la suite. Depuis 30 ans, ils parlent de vouloir que la Géorgie soit pleinement restaurée en tant qu'État indépendant. Si la Russie détient cette clé, et de nombreux stratèges le croient, surtout maintenant que Moscou n'écoute plus Washington, alors ce sera un test stratégique pour voir comment Washington réagit. Sort of a strategic test to see what Washington does. Yeah, Washington. Oui, Washington a malheureusement une histoire de mettre des bâtons dans les roues de tels processus, comme on l'a vu avec le processus de Minsk. Minsk process. How ironic would that Quelle ironie ce serait! Quel cynisme ce serait si tout le monde découvrait que c'était Ton qui avait saboté le processus. Well, I mean, that's what we know about Ukraine and about. Eh bien, c'est ce que nous savons sur l'Ukraine et le processus d'Istanbul. C'est très triste, mais nous devons faire face à ces réalités et en tenir compte. Oui, le sabotage occidental serait certainement quelque chose à considérer. Malheureusement, ce genre de processus n'est probablement pas populaire auprès du grand public géorgien en ce moment, n'est-ce pas? Les sentiments anti-russes
sont assez forts, n'est-ce pas? Is my guess quite strong, aren't they? Well, anti-Russian, well, you'll be surprised. Anti-Russian sentiments. Eh bien, vous serez surpris. Les sentiments anti-russes sont globalement forts. Même s'ils veulent massivement que la Géorgie rejoigne l'OTAN, la population reconnaît essentiellement que c'est un rêve. La restauration et les garanties de sécurité en concluant des accords avec la Russie sont plus importantes que d'attendre que l'OTAN intervienne et protège la Géorgie. Than waiting for NATO to come in. Block Yeah, Georgia. what I mean is, all the West. Ce que je veux dire, c'est que tout ce dont l'Occident ou Washington a besoin, c'est d'environ 10% de la population qui déteste viscéralement la Russie et est prête à descendre dans la rue. Si vous avez 200 000 personnes dans la rue, même si elles sont une petite minorité, elles peuvent faire dérailler de tels processus. C'est ce qui me traverse l'esprit. Processes. That's what's going through my mind. That's what the hope C'est l'espoir, en gros. Mais encore une fois, la Russie empêchera que cela se produise. from happening. Yeah, but Oui, mais alors, n'importe quel type de processus peut être dérayé de cette manière. Quoi qu'il en soit, nous sommes fermement dans le domaine de l'imagination des futurs possibles. possible futures. This is Tout cela est hypothétique, mais je pense que nous devons l'explorer pour des raisons analytiques. Yeah. Yeah. Lasha, I would like to thank you very much. Lasha, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre analyse d'aujourd'hui et l'aperçu. Nous reparlerons lorsque quelque chose se passera en Géorgie. Les gens peuvent-ils vous suivre quelque part sur Twitter ou quelle est la meilleure façon de rester informé? Je dois développer mon compte. To develop my X account. Oui, nous travaillons là-dessus. Nous verrons ce qui se passera. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Lasha. À la prochaine. Next time. Merci beaucoup, Pascal G.